Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du deuxième chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné. Alors, pour bien comprendre le chapitre, on passera de 3 étapes. La première, on va lire le chapitre plus explication des mots. Deuxièmement, explication détaillée du chapitre. Et la dernière étape, je vais vous donner un résumé du chapitre. Et vers la fin de la vidéo, je donnerai une explication en arabe aussi détaillée. Chapitre 2. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience, comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges. La fantasmagorie, ça veut dire une vision fantastique et surnaturelle. Des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passaient et repassaient devant moi, tantôt grotesques. Grotesque, ça veut dire ridicule. Tantôt sanglante, tantôt sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pas dormi. La 3e, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. Dans ce paragraphe, le narrateur fait un retour réflexif et se rappelle du jour où sa sentence a été prononcée. Et ça fait 3 jours de maintenant. Il explique l'angoisse qu'il a sentie ces jours-là. Le premier jour après sa sentence, comme il a dit, il était... Les 2 premières nuits, il n'a pas pu dormir. La 3e, il est dormi d'ennui et de fatigue. Et dormir d'ennui et de fatigue ne se passe que lorsqu'on est dans l'angoisse et quand notre esprit est vraiment torturé. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot. Le cachot, c'est la cellule obscure dans une prison. Et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. Le sommeil d'oubli, ça veut dire que le narrateur est dormi pour oublier la réalité, c'est tout, pas pour se reposer comme on le fait. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. Ce sommeil d'oubli était pour le narrateur un repos et une façon d'oublier la réalité. J'étais encore plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux et je me dressai effaré sur mon séant. Ici, le narrateur commence à narrer ce qui s'est passé en détail le jour de sa sentence. Il a commencé par se réveiller par le bras rude et la voix du guichetier. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin. Corridor, ça veut dire couloir. Seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir ce reflet jaune, où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. Il fait beau, dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis avec quelques efforts, il murmura brusquement. C'est possible. Je demeurai immobile. Immobile, ça veut dire sans bouger. L'esprit à demi endormi, la bouche souriante. L'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui diaprait le plafond. La douce réverbération ici veut dire le soleil. Voilà une belle journée, répétai-je. Oui, me répondit l'homme, on vous attend. Ce peu de mots, comme le fil qui rend le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises. L'expression comme dans la lumière d'un éclair, ça veut dire très vite. Le fer à cheval des juges chargés de haillons ensanglantés.
Les haillons, ce sont des vêtements très vieux et misérables, déchirés, ensanglantés, ça veut dire avec du sang. Les trois rangs de témoins aux faces stupides. Les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc. Et les robes noires s'agitaient sur les têtes de la foule fourmillée au fond dans l'ombre. Elle s'arrêtait sur moi avec le regard fixe de ces 12 jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient, et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchai comme un portefaix trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Le deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil découpés par les longues cheminées traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau en effet. Ici, le narrateur fait une description générale, le jour où sa sentence a été prononcée, les circonstances dans lesquelles on les a emmenés à la cour, aussi bien que ses sentiments. Nous montâmes un escalier tournant en V. Nous passons un corridor. Comme je l'ai dit avant, un corridor, ça veut dire un couloir. Puis un autre, puis un troisième. Puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage. C'étaient les souffles de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Le narrateur ici a dit qu'un air chaud a frappé son visage. On s'attendrait bien sûr à lire après que le jour était du mois d'août faisait beau et c'était normal d'avoir un air chaud. Mais le narrateur a dit que l'air chaud était le souffle de la foule dans la salle des assises. Ici, il veut nous dire que la salle des assises était pleine de gens qui sont venus pour entendre sa sentence. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent, et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple murés de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. Cette expression, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir ça veut dire bouger, toutes ces faces béantes et penchées. Ici, le narrateur veut dire qu'il était le centre d'attention dans cette salle. Tous les gens qui étaient là-bas se penchaient vers lui pour le voir, comme si sa tête avait un fil qui faisait tourner toutes ses faces envers lui. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place, au moment où le tumulte cessa dans la foule. J'étais parvenu à ma place, ça veut dire j'ai arrivé à ma place. Le tumulte, ça veut dire le grand désordre avec le bruit. Avoir le tumulte dans ses idées, ça veut dire être vraiment confus et déséquilibré et avoir un esprit torturé. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. C'est à ce moment-là que le narrateur a réalisé que ce moment était vraiment décisif, le moment de sa sentence. Il explique qu'il pourra de la manière dont cette idée me vint et ne me cessa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la vie arrivaient librement du dehors. La salle était claire comme pour une noce. La noce, ça veut dire le mariage. Ici, le narrateur a dit que la salle était claire, les gens étaient heureux, gais, comme s'ils sont venus assister à une noce, pas à une sentence. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs.
et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Dans la cour, tout le monde était heureux et satisfait, à l'exception du jeune prisonnier, qui était là pour entendre sa sentence. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient, rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devenus qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs et au bord de la croisée une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi, et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Le narrateur était vraiment plein d'espoir et attendait d'être libéré. Il ne s'attendait point à la peine de mort, qui était sa dernière espérance. Cependant, mon avocat arriva. L'avocat, c'est le Muhami. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Copieusement, ça veut dire en grande quantité. Ça veut dire qu'il a mangé beaucoup. Parvenu à ma place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il. « N'est-ce pas ?» répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, reprit-il. Je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation. La préméditation, ça veut dire ma'a sabq al-israr. Et alors, ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Les travaux forcés à perpétuité, ça veut dire faire des travaux pénibles et durs dans la prison et pour toute sa vie. Perpétuité, ça veut dire pour toujours. Que dites-vous là, monsieur? Répliquai-je indigné. Plutôt 100 fois la mort. Ici, le narrateur préfère mourir, a dit qu'il préfère la sentence de mort qu'à les travaux forcés à perpétuité. Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétai-je, ne sais quelle voix intérieure. Qu'est-ce que je risque à dire cela? Cette expression « oui, la mort » et d'ailleurs, me répétai-je, je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela? Le narrateur a cru que le fait qu'il a dit 100 fois la mort n'était qu'une parole et qu'il ne risque rien à dire ceci et que la mort ne viendra jamais. A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, des bons jurés, c'est impossible. Et mes yeux revenaient de se fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. Le narrateur pense que c'était impossible que la mort soit sa sentence. Il pensait que la sentence de mort se prononce que dans des nuits sombres à minuit, dans l'hiver, ça veut dire un jour noir en bref. Mais le fait de prononcer une sentence de mort dans le mois d'août, une journée si belle, des jurés vraiment heureux, un public satisfait, c'était impossible pour lui. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes comme par un mouvement électrique.
Toute l'assemblée fut debout au même instant. Maintenant, le président va prononcer la sentence au jeune prisonnier. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessus du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mort pour ne pas tomber. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. C'est à ce moment-là que le narrateur a compris que la peine de mort est sa sentence. Il voulait se défendre, mais rien ne lui vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'elle cherchait à atténuer la déclaration du jury. Atténuer, ça veut dire terfif. Il essayait d'atténuer la déclaration du jury et remplacer la peine de mort avec une autre sentence et à mettre dessus au lieu de la peine qu'elle provoquait. L'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Le défenseur essayait de remplacer la peine de mort avec les travaux forcés à perpétuité. La sentence que le narrateur venait de ne pas vouloir et espérer la mort à sa place. Il fallait que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers des mille émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulais répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Même si la sentence du jeune prisonnier était la peine de mort, il refusait encore les travaux forcés à perpétuité et espérait 100 fois la mort à sa place. Pour lui, les travaux forcés à perpétuité n'étaient pas une atténuation de la peine de mort, mais quelque chose de plus pénible et de mauvais. Il préférait la peine de mort dans cette situation. Mais la laine me manqua. La laine, ça veut dire nefes. Ici, il n'a plus d'haleine pour parler. Je ne pus l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive. Une force convulsive, ça veut dire une force troublée. Non. Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple souriait sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Dans ce paragraphe, le narrateur nous dit qu'il croyait qu'elle était normale comme n'importe quel homme. Mais après entendre sa sentence, qui est la peine de mort, le narrateur a commencé à voir une clôture entre le monde et lui. La clôture veut dire hajiz. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel sur cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Après avoir entendu sa sentence, rien ne paraissait le même au narrateur. Les fleurs qui lui paraissaient belles, le soleil rayonnant, etc. Tout ceci il a commencé à voir tout ceci blanc et pâle. En bref, il est devenu pessimiste et a commencé à avoir un regard noir envers le monde. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. Un condamné à mort, criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi,
je distinguai 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans 6 semaines. » Maintenant, passons au résumé du chapitre. Le narrateur fait un retour réflexif et parle du jour de sa sentence, qui est exactement le jour où il avait appris que la peine de mort est son destin. Il avait au début de l'espoir, car il croyait que c'est impossible que la peine de mort soit sa sentence. Mais quand il découvre que cette dernière était la décision des jurés, il devient angoissé. تذكر السجين اليوم الذي تمت إدانته، وهو اليوم الذي تم الحكم عليه بالإعدام. في البداية كان متفائلا، لم يكن يظن قط أن الحكم عليه بالإعدام سيكون قدره، لكنه صدم عندما سمع القرار الأخير للقضاة. بعد سماعه صار متشائما وحزينا. Au revoir. J'espère que mon explication vous a été utile. Attendez très bientôt l'explication des autres chapitres.